BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw, relax your shoulders, take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit BetterHelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax. Hey, you know what would make your customer service help desk way better? Dumping it and then switching to Intercom. But you're not quite ready to make that change. We get it. That's why Finn, the world's leading AI customer service agent, is now available on every help desk. Finn can instantly resolve up to 80% of your tickets, which makes your customers happier and gets you off the customer service rep hiring treadmill. Finn by Intercom, the leading customer service AI agent, now available on every help desk. Salut à tous et bienvenue pour un nouveau rendez-vous NFL sur Touchdown Actu. Un jour, une pastille consacrée à la draft de votre équipe NFL préférée avec aujourd'hui un focus tout particulier sur ce qu'ont réalisé les New Orleans Saints lors de la draft NFL 2025. Quels sont les choix les plus réussis selon nous, les choix qui nous laissent un peu plus perplexes, quelle note potentiellement on peut attribuer à ce nouveau régime, en tout cas en termes de coaching staff de la part de la franchise de Louisiane. Pour en parler en ma compagnie, Cyprien Delmas est avec moi. Salut Cyprien. Bonjour Grégory Richard et bonjour à tous les auditeurs. Donc voilà, on le disait en off, c'est une joie éternelle pour un fan des Falcons comme moi de faire à la suite les Panthers et les Saints. Donc voilà, vous vous en doutez, comme toujours, je serai impartial, honnête. Hein, en tout cas, les 2 premières minutes du podcast. Et après, ça Ouais, va se gâter. je serai là pour la caution objectivité, Greg, ne Ah, t'inquiète pas. c'est bien ça, c'est bien ça. Enfin, quelqu'un pour apporter un peu d'honnêteté et d'intégrité dans les émissions auxquelles je participe. Plus sérieusement, Cyprien, donc il y a quand même pas mal de choses à dire hein, sur ce qu'ont réalisé les New Orleans Saints. C'est pas forcément la draft qui nous aura laissé le plus indifférent, hein, on va dire, par rapport au choix donc de l'équipe nouvellement coachée donc par Kellen Moore, l'ancien coordinateur offensif des Philadelphia Eagles. On va donc pouvoir développer tout cela tout de suite avec notamment au premier tour de la draft du côté de la Nouvelle-Orléans, Kelvin Banks Jr., le tackle de Texas qui avait été sélectionné avec le 9e choix. On a eu ensuite la sensation Tyler Shogg, sélectionné au 2e tour, le quarterback de Louisville. Elles s'en sont suivies au 3e tour. Un autre joueur de Texas, Vernon Brockton, le defensive tackle, et Jonas Sanker, le safety de Virginia. 2 joueurs également au 4e tour avec Danny Stutzman, linebacker d'Oklahoma, et Quincy Riley, cornerback de Louisville. On en profite d'ailleurs pour avoir une pensée pour Elisa De Santis et Margot Schmidt, 2 représentantes françaises qui ont eu l'honneur d'annoncer les choix des New Orleans Saints lors de cette draft. Hein. Ça arrive quand même pas fréquemment, donc une petite pensée pour eux au passage, vu qu'ils ont annoncé les 2 choix du 4e tour. Et puis ensuite au 6e tour, Devin Neal, running back de Kansas, sélectionné donc par les Saints, avant 2 choix du 7e tour, Moliki Matavao, tight end de UCLA, et Fadil Diggs, defensive end de Syracuse. Pas mal de choix, Cyprien. C'est aussi une équipe qui avait pas mal de besoins. On était sur une mini reconstruction, même si forcément le focus est fait énormément sur la position de quarterback, sur laquelle je pense on va en revenir tout à l'heure un peu plus en détail. Si on doit rester avant tout sur le positif, est-ce qu'il y a un élément qui t'amène à être assez optimiste sur ce qu'ont réalisé Mikey Loomis et Kenneth Moore au cours de cette QV? Oui, je vais en trouver quand même. C'est pas tout nul cette draft pour m'avancer un peu. Mais celui que je préfère, c'est Devin Neal au 6e tour. Donc ça fait un peu peur, et comme ça d'annoncer le meilleur choix entre guillemets au 6e tour. Mais non, j'aime beaucoup. Je pense que la valeur est très bonne pour Devin Neal à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on l'a annoncé quand même beaucoup plus haut. Les médias l'annonçaient quand même beaucoup plus haut. Donc écoute, 6e tour, très bonne valeur. Je pense que les Saints peuvent profiter vraiment d'un joueur qui va apporter sur
la course, parce que les Saints l'an dernier, c'est 1954 yards au sol. C'est moyen, quoi. C'est moyen NFL, mais il y a quand même 950 yards que pour Alvin Kamara. Donc, la moitié pour un seul joueur. Bon. Il y a des charges de travail qui sont plus grosses chez certains aussi, mais Kamara est vieux, il s'est blessé. Tu as aussi Kendre Miller, hein, c'est ça, oui, Mhm. qui a été beaucoup blessé et qui, je pense, peine à revenir quand même à un très bon niveau. Il était très explosif, il est beaucoup moins. Et donc là, ils prennent un gars qui est très complet, qui peut jouer dans des systèmes de gap, de zone, qui est pas mauvais à la réception. Donc en fait, c'est peut-être un mini Alvin Kamara pour encore plus décharger Kamara et peut-être leur donner des rôles plus spécifiques dans l'avenir à chacun des deux. Je trouve ça plutôt intelligent. Et puis voilà, ça donne vraiment un coureur supplémentaire à Kellen Moore pour son attaque. Lui qui a bien géré quand même l'an dernier Saquon Barkley, qui avait une grosse charge de travail pour le coup. C'est ça. Et c'est vrai que je te rejoins. C'est vrai qu'au-delà vraiment de la valeur, comme tu le disais, un joueur qu'on arrive à récupérer au sixième tour, alors qu'il était peut-être attendu, mettons peut-être vers le quatrième, cinquième grand max, hein, dans une classe de receveur, de running back, pardon, qui est par essence globalement sous-évalué si on n'est pas un joueur qui sort vraiment du lot. Donc c'est une bonne opération. Et comme tu le disais, pour compléter en effet ce que tu as déjà précisé, c'est vrai que ce qui est aussi intéressant avec ce choix, c'est qu'il y a la possibilité quand même d'obtenir des snaps assez rapidement, parce qu'on est quand même sur un comité de coureurs, en effet, derrière Camara et ses problèmes de blessure, où il n'y a rien de renversant, hein. On a signé Edward Zeller en fin de saison. Où bon voilà, on a vu quelques petits échantillons pardon sur le terrain de Tampa Bay notamment en dernière semaine. Jordan Mims c'est pas parti pour s'inscrire dans l'avenir, donc voilà, c'est aussi là où ça peut être assez intéressant. Moi j'aurais presque dit plus globalement, si je reste sur le côté positif. Alors Kelvin Banks, je pense que je vais pas me répéter, beaucoup savent que je l'adore. Je sais que toi tu es un peu plus mesuré là-dessus. On aura peut-être l'occasion d'y revenir un peu plus en détail tout à l'heure. Euh, Défensivement, je trouve que c'est pas déconnant ce qu'a fait la Nouvelle-Orléans. Alors, tout n'est pas parfait parce que je trouve qu'ils n'ont pas accentué sur les postes principaux. Ça, c'est peut-être un autre problème qu'on évoquera tout à l'heure. Mais il y a des joueurs que je trouve pas inintéressants, notamment les joueurs justement en plein milieu de la draft. Jonas Sanker, moi, c'est un joueur que j'adore vraiment. Alors, c'est sur une position où je trouve il y a déjà beaucoup de talent, mais en tout cas, c'est un joueur qui, défensivement et sur équipe spéciale, peut vraiment apporter une plus-value dans cette équipe des Saints. Et il a aussi, dans une moindre mesure, dans les rôles qu'on va leur donner, je pense que Danny Stutzman et Quincy Riley, c'est vraiment des joueurs qui ont quand même du flair, un côté playmaker indéniable. Et c'est là, en effet, où ça peut être des joueurs un petit peu à développer et à renforcer, notamment dans cette idée d'avoir un peu plus peut-être de profondeur sur le back seven, si j'ose parler ainsi, des New Orleans Saints. C'est peut-être là-dessus où sera mon principal degré d'optimisme, pardon. T'avais pas l'air en désaccord avec moi, avant qu'on creuse un peu plus sur les choses qui nous déplaisent. Pas surtout. Hein, comme tu l'as dit, en fait, Jonas Sinker, très bon joueur, pareil. Ouais. Enfin, pareil que ce que tu as dit, je l'aime bien, hein, mais non, c'est pas possible. En fait, avec le choix, c'est 73, si je dis pas de bêtises. 93. 4, ouais, pardon. Bon, ça reste quand même 93. Bon, c'est un peu moins pire que ce que je pensais. Mais quand même, ça reste un choix du top 100. Et en fait, ça me gêne d'utiliser un choix du top 100 sur un safety qui jouera pas en année 1, qui est probablement un joueur d'équipe spéciale juste sur cette année-là. Et même les années d'après, on l'avait dit en live d'ailleurs, Greg, mais t'as Justin Reed, t'as Tyrann Mathieu qui sont des titulaires en fait Bah, et que tu peux pas je me remplacer. permets l'idée, c'est peut-être, je pense, de se dire que tu as une porte de sortie si tu coupes Tyrann Mathieu l'année prochaine. Qui, mine de rien, commence à être un peu âgé, qui a forcément plus l'explosivité, en tout cas sur la couverture qu'on pouvait lui connaître à une certaine époque. Peut-être que Jonas Sanker a ce côté un peu polyvalent, un peu plus polyvalent que d'autres safeties sur le plateau. Et que justement, une année d'apprentissage peut ne pas lui faire de mal. Mais j'entends ce que tu dis, c'est vrai qu'en effet, à partir du moment où tu as Harry, tu as Jordan Howden également qui a montré des bonnes choses l'année dernière, c'est vrai que c'est quand même un peu embouteillé et que ça apparaît presque comme un luxe par rapport aux autres besoins de l'équipe. Ouais. Et puis pour finir, bah, Danny Stutzman, moi ça me dérange pas non plus. Linebacker, à ce moment-là, c'est plutôt bien, surtout que ouais, peut-être qu'il remplacera des Mario Davis, hein, s'il est bon, c'est une possibilité aussi. Mhm. Et Quincy Riley, moi c'est un joueur que j'affectionne aussi. Il est sur quand même les plus âgés hein, de cette draft. Voilà, à voir, c'est quelqu'un de mature, mais on sait à peu près ce qu'on obtient, quoi. Il n'y a pas un potentiel démesuré, il y a un plancher qui est déjà là. Alors, venons-en peut-être au point qui nous perturbe un petit peu. Tu parlais tout à l'heure de la valeur de David Neal.
On a quand même un petit peu cette désagréable sensation quand on regarde la draft des Saints qu'on s'est peut-être un peu précipité sur des profils qui nous intéressaient. Je parle sous ton contrôle, mais on va peut-être développer un petit peu également sur Ouais. Vernon Brockton un petit peu plus tard, qui pour moi est un peu haut sur le troisième tour. On est quand même obligé de mettre les pieds dans le plat tout de suite, Cyprien, parce que c'est là où on nous attend. La question du quarterback, en effet, on en avait parlé en direct lors de la couverture du deuxième et du troisième tour. On savait qu'il y avait une cote qui était grandissante sur le quarterback de Louisville. Maintenant, est-ce que c'est pas une mini déception de voir que les Saints, dans leur situation actuelle, balancent, j'ose le terme, j'ose le verbe, peut-être balancer un deuxième tour sur un tel quarterback quand on sait qu'ils ont déjà investi dans une moindre mesure sur Jake Henner il y a 2 ans, je crois que c'était un quatrième tour à l'époque, et sur Spencer Rattler l'année dernière, qui devait être un troisième ou un quatrième d'ailleurs. Troisième, il me semble. Ouais, 3 ou 4, ouais. J'ai un doute aussi, il faudrait j'ai un vérifier. doute, mais ouais, du coup, est-ce qu'on a forcément plus de garanties, même si on sait que, voilà, manifestement, bah, l'épaule de Derek Carr, ça risque de poser problème pour 2025. Est-ce qu'on a forcément plus de garanties aujourd'hui en prenant un Tyler Shough au deuxième tour, selon toi? Plus de garantie, absolument pas. Pour revenir sur la valeur, vu que tu l'évoquais, on est quand même sur un joueur alors qui montait effectivement sur les mocks de beaucoup de médias. Il était placé donc si on fait un agrégat de ces mocks, il y a des sites qui font ça. Il était placé 90e place des mocks global. Il a été pris à la 50e, enfin pardon, à la 40e, ce qui fait 50 places d'écart. Voilà, c'est quand même voilà un gros écart type, on va dire pour un joueur, comme tu l'as dit, qui apporte aucune garantie, qui a quand même une précision très faible, moi je trouve. Pour un quarterback, c'est voilà, c'est la condition sine qua non pour réussir, c'est quand même d'être assez précis. Je le trouve tout simplement pas assez précis ce joueur, moins que Spencer Rattler, moins que Derek Carr. Bon, il a l'épaule en moins, Derek, ça c'est autre chose, mais en tout cas moins que Spencer Rattler, et ça me pose vraiment problème. Pour revenir à l'âge aussi, Greg, 26 ans pendant sa première année NFL. Ça va être très vieux. C'est le dernier joueur des années 90 qui va être repêché à la draft. Et puis moi j'ai cherché les petites stats. Il y a 8 quarterbacks dans l'ère moderne de la NFL, donc depuis Super Bowl, 8 quarterbacks de 25 ans ou plus qui ont été sélectionnés avant lui. C'est le neuvième. Avant lui, il y a eu Weinke, Whedon et Beck, les seuls à avoir débuté des matchs. Bilan final, 8 victoires, 44 défaites. Bon. J'espère que ça va bien se passer pour Tyler Shaw et les Saints, mais bon, voilà, le passé nous donne pas forcément des bons oracles. Oui, des motifs d'espoir, en effet, c'est un peu plus mesuré. Mais c'est vrai que, encore une fois, moi, c'est vrai que c'est pas pour faire du bashing gratuit, mais alors, pour le coup, alors, du coup, j'ai vérifié, hein, Spencer Rattler, c'était même cinquième l'année dernière, hein. Je le voyais Ah, encore plus haut, légèrement plus haut, en tout cas, l'année dernière. Euh, Très honnêtement, avec tout le bashing qu'il y a souvent eu sur Spencer Rattler, son caractère, etc., etc., moi, très honnêtement, si je les lance aujourd'hui, je me dis, bah, autant y aller avec Rattler. Je pense que, au niveau de ce qu'il peut apporter, et même ne serait-ce qu'au niveau de sa marge de progression, parce qu'en effet, Tyler Shough, voilà, ça a pu rassurer certains observateurs, mais on est un peu dans le contexte de cette draft très bizarre avec, notamment cette chute vertigineuse de Shedeur Sanders, dont vous avez notamment entendu parler sur le podcast consacré au débrief sur les Cleveland Browns. On est malgré tout sur une draft, on a l'impression qu'il y a des quarterbacks qui ont profité du désamour d'autres joueurs pour se faire une petite cote sur le marché. En effet, Tyler Shough, on peut pas lui retirer le fait que bah il y a des standards parfaits. C'était un joueur qui déjà attirait une énorme convoitise en sortie de lycée parce que il y avait énormément d'outils à disposition. Maintenant, est-ce que ces outils sont très bien utilisés? Tu le disais, pas forcément parce que la précision n'est pas là. Il y a une tendance aussi parfois à paniquer et malheureusement le faible échantillon de matchs qu'il a pu disputer parce qu'il a vraiment qu'une année complète a priori ouais, celle une seule. 2024 avec Louisville. Sinon ça a été que des expériences inachevées à chaque fois et pour permettre à une équipe NFL de trouver un rythme de s'affirmer comme un futur franchise quarterback avec le 40e choix. Certains vont dire c'est pas trop cher payé, certains vont dire c'est quand même ça pèse quand même lourd, mine de rien, quand t'es une équipe avec autant de besoins et sur des postes dont on parlera peut-être tout à l'heure. Pour moi, ouais, c'est quand même le principal bémol de cette classe 2025, ouais. Hmm. Non, non, rien de plus. Tu l'as dit, peut-être, comme tu as dit, il a pas fini les saisons pour cause de blessures. 4 saisons de titulaire, il en a fini qu'une seule. Blessure à l'épaule 2 fois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien pour remplacer Et puis Derek là, Carr, c'est pas mal. ben ouais. Enfin bon, après c'est pas son épaule qui lance. Ça, Hmm. c'est au moins c'est ça.
Donc, et puis alors, encore une fois, je continue sur cette lancée-là, mais c'est vrai que la sélection de Vernon Brogdon, moi, ça me fait un peu lever le sourcil parce que, alors, on ne sait pas exactement, moi, de ce que je lis un petit peu de l'intersaison des Saints, j'ai l'impression qu'on s'oriente quand même massivement peut-être vers un front 3. Alors, sans doute que je me trompe, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, je trouve qu'on a beaucoup investi, notamment sur des joueurs assez établis sur le premier rideau. Donc, peut-être que Brandon Staley, le nouveau coordinateur défensif, pardon, a envie d'avoir un système défensif un peu plus hybride avec beaucoup de joueurs. Avec beaucoup de linemen défensifs sur le premier rideau. Mais c'est vrai que Vernon Brogdon, honnêtement, c'était plus un joueur de rotation, de complément du côté de Texas. Ça n'a jamais été vraiment considéré comme un playmaker du côté des Longhorns, même s'il a été longtemps barré par Devontae Sweat et Byron Murphy qui sont aujourd'hui en NFL. C'est pas forcément un joueur, ça va être un run stopper pur. Donc en effet, si tu veux développer ton jeu contre la course dans la lignée de ce que tu vas avoir avec Stutzman, avec Sanker, qui est quelqu'un qui tape fort, bah oui, en effet, tu peux renforcer efficacement ton run stop. Maintenant, j'ai quand même l'impression que les Saints avaient besoin d'un petit peu d'aide, notamment pour générer de la pression. Et on parlait des postes un peu oubliés. Oui, Prelfadine Diggs au septième tour. Est-ce que tu n'avais pas besoin peut-être d'un edge rusher un peu plus incisif? Alors je sais que ils font pas toujours mouche ces dernières années sur les pass rushers, notamment au premier tour les Saints, mais en tout cas, vu la classe en plus qu'il y avait à disposition, aller chercher un edge rusher plutôt qu'un Vernon Brogdon dont on n'est pas sûr qu'il va réussir à se faire sa place dans un premier temps avec un troisième tour en plus. Là aussi, ça a quand même tendance à faire un petit peu baisser ma note les concernant. Ah oui, non, totalement. Vernon Brogdon, il est clairement dans mes mauvais choix. C'est pas normal de le prendre si haut, tout simplement. Moi, je suis même pas d'accord avec toi qui défend bien la course, Greg. Je suis, voilà, ça, bon, c'est un avis perso. Après, euh, Ah, j'ai il dit qu'il arrive à aura ce rôle. pénétrer. J'ai pas dit qu'il doit. Moi, pour Ouais, moi, je voilà. dis que je pense que principalement, il sera plus utilisé contre la course que contre la passe. Ben, en tout cas, à Texas, moi, je l'ai trouvé limite un peu plus intéressant en, en pénétration, on va dire, que en défense contre la course, où là, il y avait peut-être un Alfred Collins à ses côtés qui était quand même plutôt, enfin, une meilleure référence contre la course que lui. Bon, il a été pris plus tôt, hein, c'est autre chose. Mhm. Euh, mais voilà, ouais, Brockton, il a profité quoi de Alfred Collins, il a profité de Simmons, le freshman, qui était sur les extérieurs, il a profité de, quel est le dernier qui est parti, je ne sais plus, mais bref, il a profité de toute cette ligne qui était quand même assez assez correcte. Voilà, je pense que c'était le moins bon de cette ligne assez correcte, c'est ça qui me gêne. Je ne peux pas dire autrement. Tant qu'on est sur les joueurs de Texas, tu veux dire un petit mot sur Kelvin Banks? Dans quelle catégorie se situerait? Je sais que tu es un peu moins optimiste que moi au sujet du tackle des Longhorns. Alors, je suis moins optimiste que toi, mais je le mets pas dans la catégorie des mauvais choix. C'est pas du tout un mauvais choix, Kelvin Banks. À partir du moment où il y avait un besoin clair et net sur la ligne offensive et que, pour moi, c'était même le besoin prioritaire et qu'ils l'ont adressé avec leur premier tour de draft. Donc, la stratégie se tient. On pense ce qu'on veut du joueur. Oui, effectivement, je suis un peu moins haut que toi, mais ça se tient. Ramchick part à la retraite. Trevor Penning, je pense, est quand même un bien meilleur run blocker, donc meilleur sur la course que contre la passe. Et ça s'est vu encore l'an dernier. Il a 5 sacs, c'est le 111e tackle sur 140 qui ont assez de temps de jeu. Donc c'est ridicule. Peut-être un remplacement à l'intérieur pour Penning. Peut-être Kelvin Banks à l'intérieur. Lui aussi peut peut-être passer à l'intérieur, à voir Hmm. comment tout ça se goupille. Par contre, ce qui me gêne un peu avec Banks, parce que j'ai quand même des petits reproches, c'est quand même un left tackle, un tackle gauche pur. Et là, ce serait peut-être pour le faire jouer à droite, laisser Fouaga à gauche, ou comment on s'organise, c'est peut-être un peu complexe cette affaire. Ça va être, comme tu le disais, les camps d'entraînement vont dicter un petit peu la marche à suivre pour les Saints. On a un peu l'impression, je mets des grosses guillemets, hein, qu'on rajoute pas mal de profils un peu interchangeables selon les positions, et puis on voit un petit peu où il s'incorporerait le mieux dans le nouveau système offensif qui va être mis en place par Kellen Moore. Moi, dans mon esprit, je l'ai toujours dit, hein, Kelvin Banks, il y a quand même un potentiel indéniable pour jouer de tackle gauche et justement permettre à Fuaga de jouer à sa vraie position, celle qu'il occupait notamment à Oregon State. Je te rejoins que Penning, a priori, c'est plus amené à être recentré, mais tout va dépendre de la prestation des uns et des autres pendant les camps d'entraînement.
Tu veux rajouter avant qu'on passe à la note? Ouais, non, enfin, je suis d'accord avec toi, j'avais des petites stats, mais tu vois, Kelvin Banks, c'est en carrière universitaire, c'est 4 sacs en 2778 jeux, c'est ultra solide quand même en termes de statistiques dans une grosse fac. Penning, en comparaison, c'était 6 sacs en 1995 jeux. Voilà, histoire Ouais, de comparer. en effet. À voir donc ce que ça peut donner. Au niveau de ta note, du coup, avec tout ce qu'on a dit, j'imagine qu'on est plus vers la moyenne que vers du 10. Alors, on va être en dessous de la moyenne, puisque l'heure du 10, Greg, écoute, j'ai mis 2 sur 10. Voilà, clair, net, précis. Kelvin Banks, c'est un bon choix. Je suis peut-être un peu moins que les autres dessus, mais il se comprend. J'aime bien Devin Neal, mais c'est un 6e tour. Et même si ça fait de la valeur, ben, si ton meilleur choix, c'est un 6e tour, ça en dit long sur ta draft. Et après, bon, ok, tu m'as bien vendu quand même peut-être la triplette Sinker, Stutzman, Riley que je trouve qu'il y a un peu moins d'impact, moi perso. C'est pour ça que je lui mets un 2 et que je la descends. Et je trouve les pics quand même, enfin les choix de Tyler Shaw et Vernon Brogdon qui sont quand même des choix assez hauts encore dans la draft, absolument horribles. Donc ça fait vraiment chuter cette draft. Alors, je suis resté un peu plus mesuré comme à mon habitude. Je suis parti sur un 4 aussi et je pense que c'est aussi le débat qu'on avait tout à l'heure et ce qui t'amène peut-être à reconsidérer les fameux choix dont on parlait. Mais en soi, je suis pas en désaccord avec ton point de vue initial sur les joueurs du troisième, quatrième tour. En fait, ce qui me gêne le plus dans cette draft, c'est ce qui va avoir tendance pour moi à la dévaluer un petit peu d'un point de vue note, c'est que pour moi, les Saints, alors, il y a toujours différentes manières d'appréhender la draft. Il y en a toujours qui diront de toute façon la draft c'est pour préparer le futur. Certes, mais tout dépend dans quelle situation tu te trouves à l'instant T. Forcément, si tu as le luxe de préparer à moyen long terme ton équipe pour les années à venir, bien sûr que la draft c'est du bonus. Mais si à côté de ça, et encore, on est d'accord, il y a beaucoup d'agents libres aujourd'hui qui sont pas encore signés et peut-être qu'il y aura des bonnes affaires qui seront faites par les Saints sur le marché des joueurs encore disponibles, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Mais si on regarde aujourd'hui, au sortir de la draft, la manière dont les différents postes ont été améliorés, bah en effet, je peux que rester sur ma faim et me dire, bah en fait, sur les quelques équipes qui avaient des besoins à court moyen terme, bah les Saints ont préféré en effet se dire, on va préparer le coup d'après, l'après Tyrann Mathieu, l'après des Mario Davis, etc., etc. Et cetera. Et tu te retrouves sans quarterback, sans enfin, avec un poste de edge rusher qui est un peu ronronnant, je trouve, avec un Chase Young intermittent, un Cam Jordan sur la fin, etc., etc. Bref, un poste de receveur qui a pas été considéré du tout, hein. On doit avoir 9, 10 receveurs avec un peu d'expérience, mais qui aujourd'hui n'ont plus une véritable légitimité au-delà de Chris Olave qui a pas mal collectionné de blessures. Donc c'est vrai que tous ces éléments-là font que, en fait, tu sors de cette draft en disant, bon, bah, en fait, on a fait quoi? On a préparé la draft 2026, en fait, pour essayer de sélectionner assez haut. Tu vois, si on reste sur la logique dont on prépare le futur, c'est presque l'impression que ça donne, et c'est ce qui me dérange un petit peu. Donc, on sait que Mikey Loomis gère beaucoup mieux le salary cap que la draft. Généralement, hein, il y a toujours cette fameuse draft d'Alvin Kamara qui tord le cou à cette théorie, mais c'est vrai que c'est pas toujours son exercice de prédilection. Là, en effet, je peux être également très mesuré, tout comme toi, me dire oui, ok, c'est bien de préparer le coup d'après, mais à court terme, ça risque d'être quand même un petit peu compliqué et délicat pour les Saints. Mais tu vois, Greg, si je te pose une question là, est-ce que pour toi les Saints sont meilleurs que l'an dernier à cet instant T? Pour moi, non. Après, il y a des positions qui, moi, m'intéressent, mais je les vois pas. Par rapport à d'autres équipes, en tout cas, qui se sont renforcées, moi, je continue de me dire que bah, face à ces équipes-là, ils vont pas forcément pardon, chercher des succès qu'ils n'allaient pas chercher l'année dernière. Je Donc, suis d'accord. donc c'est aussi ce qui m'amène, tout comme toi, à rester en dessous de la moyenne. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur les New Orleans Saints. Merci Cyprien d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve très vite, notamment pour parler de la draft des Chicago Bears. Restez bien connectés sur touchdownactu.com avec notamment tous les podcasts à disposition concernant le débrief de vos équipes NFL au lendemain de la draft 2025, hein, que vous pouvez également retrouver sur les plateformes de streaming et de téléchargement. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Salut à tous. When you're a forward thinker, the only thing you're afraid of is business as usual. Workday is the AI platform that transforms the way you manage your people and money today, so you can transform tomorrow. Workday, moving business forever forward. This podcast is brought to you by Aura.
Imagine waking up to find your bank account drained, bills for loans you never took out, a warrant for your arrest, all because someone stole your identity. Hackers aren't waiting. Why are you? That's why we're thrilled to partner with Aura. Your personal data is a goldmine for hackers, and Aura helps lock it down. Aura monitors the dark web, blocks data brokers from selling your information, includes a VPN for private browsing, and a password manager to secure your accounts before criminals break in. For a limited time, Aura is offering our listeners a 14-day free trial plus a dark web scan to check if your personal information has been leaked, all for free at aura.com/safety. That's aura.com/safety to sign up and start protecting yourself and your loved ones. That's AURA.com/safety. Terms apply. Check the site for details.